Bezrat Hashem, ce soir on va faire un cours qui sort un peu des sentiers battus. Avec l'aide de Dieu, ça va être entre l'histoire des Juifs de France, entre guillemets, ou en tout cas l'histoire de la France et de son rapport aux Juifs, et aussi quelques points essentiels, justement, durant cette période troublée. On voit que durant ces dernières années, malheureusement, en 2015, en 2016, il y a eu des attentats très graves en France. On parlera Charlie Hebdo, l'attentat de l'Hypercacher en 2015, en janvier 2015. D'accord ? En novembre 2015, les attentats dans le 10e, dans le 11e, lorsque se sont fait mitrailler des gens qui étaient là tranquillement aux terrasses des cafés. Et aussi au Bataclan, des gens qui sont partis écouter un concert de musique. Novembre 2015, et puis juillet 2016, 14 juillet 2016, l'attentat de Nice, 84 morts, des centaines de blessés. On va essayer, Bezrat Hashem, on voit que le monde dans lequel on vit est en train de totalement changer. Maintenant, il faut savoir que le Zohar en parle. C'est ça qui est intéressant. Et on va voir ça à travers différents enseignements. Bezrat Hashem, ce soir ensemble. La période qu'on est en train de vivre, elle est très particulière. Alors je sais que ce soir, tout le monde parlait de l'actualité, la 8e circonscription, quel député va passer, est-ce que celui-là ou celui-là. Moi j'ai envie de dire à n'importe quel candidat que vu que je m'occupe beaucoup de Shlom Bayit, que je suis mégacher, je suis médiateur, conciliateur pour le Beit Din régional de la région du Sharon, qui se trouve à Netanya, que c'est une des plus grandes régions d'Israël, que j'ai malheureusement dû constater durant ces dernières années que bien qu'il y ait une loi qui est passée pour faire reconnaître les diplômes des médecins, des pharmaciens, des dentistes en Israël, on a nombreux de nos coreligionnaires qui arrivent en Israël, qui font leur alia, après qu'on leur ait promis que leur diplôme serait reconnu en Israël par le biais de l'agent juif et autres. Et malheureusement, ils sont bloqués ici depuis des années. Moi, j'en connais qui, depuis des années, sont obligés de retourner 10 jours par mois en France pour ne pas fermer leur cabinet, de continuer à travailler quand leurs enfants ont grandi ici. En vous laissant imaginer le nombre de problèmes de Shlom Bayit que ça peut engendrer et le nombre de problèmes d'éducation que ça peut engendrer quand papa ou maman ne sont pas là 10 jours par mois. C'est compliqué. Alors que c'est des gens à qui on a dit, des gens à qui, je ne parle pas de politique habituellement, mais juste un petit message pour la personne qui sera élue, quelle qu'elle soit, que vraiment il faut s'en occuper. Que les Français de l'étranger, en Israël, leur priorité, c'est de pouvoir gagner leur vie quand ils viennent ici. Et lorsqu'on parle de gens qui ont fait des études, qui ont des formations médicales qui sont de loin très pointues, on sait bien que les formations médicales en France sont très pointues, que les pharmaciens de France ont un niveau supérieur aux pharmaciens d'Israël par rapport au diplôme et ce qu'ils étudient, et ainsi de suite. On voit que c'est vraiment dommage de voir malheureusement aujourd'hui des gens bloqués parce qu'on leur demande un permis de travail du ministère de la Santé en France. Document qui n'existe pas en France. Voilà. Donc oui, les diplômes, on vous les reconnaît, mais on vous demande un permis de travail. Donc combien j'ai de dentistes qui travaillent en tant qu'aide-soignants? Combien j'en ai d'autres qui ont décidé de continuer à travailler en tant que dentiste et combien j'en connais qui ont renoncé à leur métier, à leur formation pour pouvoir vivre ici, alors qu'on leur avait promis. Je ne vous explique même pas dans quel état ils sont, ces gens-là. Donc voilà, pour le député de la 8e circonscription qui serait élu, ça c'est vraiment une chose qu'il doit faire, à laquelle il doit s'affairer, surtout s'il a des contacts au sein du gouvernement et ainsi de suite. Parce que c'est des choses qui auraient pu être réglées très facilement. Bezrat Hashem, pour continuer, voilà, ça c'était le petit message du rabbin qui s'occupe de Shlom Bayit en Israël, un tout petit rabbin, qui s'occupe de beaucoup de cas en Israël. Donc, maintenant par rapport à cela, on va continuer sur le sujet de la conférence ce soir, Bezrat Hashem, d'accord ? Alors je ne sais pas, Shimshon, quel titre il a donné à la conférence ? Parce que le titre de la conférence, oui ? Le rôle de la France dans la Géoula finale. Oui, d'accord. Alors, le rôle de la France dans la délivrance finale. Ok. Bon, alors on va voir Bezrat Hashem. On va voir premièrement que
le cours qu'on va donner, c'est pas un cours pour dire aux gens s'ils doivent faire leur alia ou pas. Chacun tirera ses conclusions par rapport à ce cours. C'est pas non plus un cours qui vise à critiquer l'État français actuel. Baruch Hashem, avec qui aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a pu connaître dans l'histoire de France, les rapports et le judaïsme aujourd'hui là-bas sont plus protégés qu'à une certaine époque. Et vous allez le comprendre quand on va développer à travers ce cours, malgré les événements de Madame Halimi, Sarah Halimi, massacrée dans son appartement par un voisin, etc. Malgré tous ces événements, malheureusement, et ces agressions antisémites, on va voir que dans l'histoire de France, malheureusement, les Juifs ont connu des périodes encore plus troubles et encore plus funestes dans l'histoire de France. Donc on n'est pas là pour viser. Aujourd'hui, le gouvernement tend à réagir à l'antisémitisme, tend à condamner l'antisémitisme. Donc on verra, on n'est pas là non plus pour semer la zizanie ou faire un problème diplomatique, comment ça s'appelle en bon français ? J'ai oublié comment on appelle ça en bon français, d'accord ? Donc créer une tension diplomatique entre l'État d'Israël et l'État français. Un incident diplomatique, il y en a suffisamment comme ça. Hein. Vu l'ingérence de l'Assemblée nationale sur la politique israélienne. Alors maintenant, par rapport à ça, on va voir avec l'aide de Dieu que la galoute Sarfat, ce qu'on appelle l'exil de France, est une galoute qui, dans l'histoire du judaïsme contemporain, cet exil-là va jouer un rôle essentiel pour l'ensemble du judaïsme. On voit que, premièrement, dans toute l'histoire de France par rapport aux Juifs, il va y avoir un antisémitisme sans pareil, de la part de la France et du peuple de France. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On parle encore à travers l'histoire de France. D'accord ? On va parler à l'époque des croisés et autres. C'est de ça dont on va parler ce soir. Mais on voit que le rapport des Juifs à la France va être un rapport de devoir en permanence se justifier en tant que Juifs, justifier leur façon d'être, justifier leur façon d'exister, justifier leurs coutumes, leur attachement à la Torah. On voit par rapport à ça justement qu'à travers cette histoire de France, il va y avoir un acteur principal qui va être le père fondateur de la République française, Napoléon Bonaparte. Pourtant, dans l'histoire française, on ne rapporte pas Napoléon Bonaparte, Napoléon Ier et les autres qui l'ont suivi, comme étant des membres importants dans la création de la République. On va expliquer ça pourquoi. Et on voit qu'à l'époque de Napoléon, le Baal Hatania, ainsi que tous les grands d'Europe de l'Est sont venus, se sont opposés à Napoléon Bonaparte. On va aussi expliquer pourquoi. Le Baal Hatania, il a fait encore plus fort que ça. Il explique que la France, c'était une terre sur laquelle la clipa, l'écorce, était vraiment très forte, et qu'il valait mieux ne pas y résider ne serait-ce que quelques instants, selon le Baal Hatania. On voit que la situation géographique actuelle de la France, c'est au niveau de sa superficie, ça peut être étonnant, mais c'est le 3e plus grand pays d'Europe, après la Russie et l'Ukraine. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'Allemagne serait plus grand ou autre. Non, non, la France, 3e pays d'Europe par rapport à sa superficie. D'accord ? Alors la France, tout le monde le sait quand on a étudié en histoire géo, d'accord ? C'est une plaque tournante naturelle en Europe, d'accord, ouvert vers la mer, la Méditerranée, la Manche, l'Atlantique, d'accord, et qui a ses frontières des grands pays, comme l'Espagne, une frontière qui fait 623 km, c'est la plus grande frontière française, la frontière franco-espagnole, la Belgique, 620 km de frontière entre la France et la Belgique, la Suisse, 573 km entre la France et la Suisse, l'Italie, 515 km, l'Allemagne, 451 km, le Luxembourg, 73 km, l'Andorre, 56,6 km, et encore Monaco, 4,4 km. Donc on voit que la France est bien entourée. Donc pour tous les échanges commerciaux, ils ont la Manche juste en face d'eux, de l'autre côté de la Manche, l'Angleterre, d'accord ? On ne parle même pas des territoires en Outre-mer, donc on voit que la France, c'est un pays assez impressionnant.
à ce niveau-là. Dieu bénisse. Et par rapport à ça, justement, on voit que la France, elle a encore une autre particularité. C'est le pays dans lequel il y a le plus de touristes étrangers chaque année. Plus de 80 millions de touristes étrangers visitent la France chaque année. Alors on voit qu'avant les attentats en 2014, il y avait plus de 85 millions de touristes. Après les attentats de 2015, on voit chaque année une baisse de 7% dans le tourisme français. Le tourisme étranger baisse en France. Mais ça reste un des tourismes les plus importants au monde. C'est le pays le plus visité par les touristes étrangers au monde. Ce qui veut dire que si on fait de façon proportionnelle, si on veut savoir, en réalité c'est pas comme ça que ça fonctionne, je vous rassure tout de suite, mais si on veut savoir par seconde combien de touristes par rapport à ce chiffre visiteraient la France, ça ferait 2,6 millions de touristes par seconde qui visitent la France chaque année. C'est par seconde. Par rapport au nombre de touristes qui arrivent en période saisonnière pour venir visiter la France. D'accord ? Donc on voit en plus que la France aujourd'hui c'est 70 millions d'habitants. C'est entre la 20e et la 21e place sur le plan démographique au niveau de sa population. Donc c'est un des pays les plus peuplés au monde. D'accord ? Rien qu'à Paris, il y a plus de 2 millions d'habitants. D'accord ? Et rien qu'à Paris, il y a plus de 30 millions de touristes par an. Rien que dans la ville de Paris. C'est d'imaginer. Alors, on sait que Paris est appelée la ville lumière. Le Baal Tanya décrit Paris comme étant la ville de la Klippa. D'accord ? Baal Tanya décrit la ville de Paris comme étant la ville du crime. C'est une folie. Mais comment il peut se permettre de dire une chose pareille sur la ville de Paris, à son époque à lui ? Il faut savoir que Paris est appelée la ville lumière. Alors il faut savoir aussi que la ville de Lyon est appelée la ville des Lumières, aussi, d'accord ? Pour une autre raison, parce que rien que l'origine du terme Lyon en latin, son nom antique, c'est Lugdunum, qui veut dire lumière, d'accord ? Le nom d'origine de Lyon. Mis à part ça, chaque année, à la période du 8 décembre, il y a la fête des Lumières, d'accord ? Qui est à Lyon. Et puis, mis à part ça, les frères Lumière ont développé la cinématographie, et ainsi de suite, dans la ville de Lyon. Donc, pour toutes ces raisons-là, la ville de Lyon est appelée la ville des Lumières. Pourtant, la ville de Paris est appelée la ville lumière. Et on voit que ça remonte bien avant le 19e siècle, bien avant Victor Hugo et tous les philosophes de l'époque, qui vont chacun à leur tour tenir tête à Napoléon, d'accord ? On voit, parce qu'ils se battaient pour une véritable justice sociale, et on voit que, bien avant ça, parce que ce siècle-là est appelé le siècle des Lumières, beaucoup de gens, par erreur, pensent que Paris est appelée la ville lumière, à cause de cette période-là, la période du 19e siècle, appelée le siècle des Lumières, faisant référence à tous les philosophes de l'époque, les penseurs de l'époque. Maintenant, en réalité, pas du tout. On voit qu'il y a deux raisons à cela. Il y avait Gilbert Nicolas, d'accord, qui a vécu entre 1625 et 1709. Il va être nommé par Colbert et Louis XIV en tant que premier lieutenant général de la police de Paris. Et cela en 1667. On va lui demander d'enrayer la vague de criminalité sans précédent à Paris. Paris, c'est la ville de tous les crimes. Les gens étaient victimes d'une vague de crimes sans précédent, surtout aux heures de la nuit. Le premier ordre que va donner ce fameux monsieur Gilbert Nicolas, qui va être une très bonne idée, c'est d'instaurer un éclairage public dans les villes de Paris. Chose qui existait peu dans les autres villes. Dans les autres villes, les gens mettaient des torches, etc., mais ce n'était pas un éclairage public. Je vous ai dit, ce n'est pas un cours classique. Maintenant, par rapport à ça, et pourquoi ? Parce qu'on voit que le taux de criminalité était très fort. Ça veut dire que la ville de Paris a toujours eu un taux de criminalité assez important dans cette ville-là, jusqu'à cette époque-là. Donc il va mettre au point cet éclairage public. Ensuite, au 19e siècle, on va mettre en place dans la ville de Paris le premier éclairage public au gaz, entre 1820 et 1830. Raison pour laquelle la ville de Paris est appelée la ville lumière. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, si on va à Hong Kong, on va à New York ou ailleurs, on voit de grands gratte-ciel éclairés. On va à Manhattan, c'est très très éclairé. Pourtant, Paris garde ce nom-là. Parce que ça a été une des premières villes où on a instauré un éclairage public. Pour quelle raison ? Pour le bien-être des habitants, mais à cause de quoi ? À cause de la vague de criminalité et d'agression. Donc maintenant,
on voit qu'aujourd'hui, la population française, aujourd'hui, à 80%, contrairement à tout ce qui est raconté dans les médias, à 80% est d'origine catholique. Une grande partie d'entre eux sont aujourd'hui laïcs, se disent laïcs, et certains se disent athées, mais ils sont d'origine catholique. 7,5% uniquement, c'est reconnu, sont musulmans. On parle des gens qui ont la nationalité française, d'accord? Donc seulement 7,5% des Français sont musulmans, et moins d'1% sont juifs. C'est quand même intéressant de voir que les juifs, on est si peu que ça en France, et on parle autant que ça de nous, quand même. Maintenant, par rapport à ça, on voit qu'en 1804, il va y avoir le premier code civil, appelé le code napoléonien aussi, le code de Napoléon, d'accord, qui va rentrer en place et en vigueur en 1807, d'accord, qui se veut égalitaire au niveau des droits entre les hommes, d'accord. Il y avait déjà en 1789 la charte, d'accord, la déclaration des droits de l'homme, mais eux, Napoléon va mettre en place ce code civil pour justement établir au mieux la liberté de penser, la liberté d'expression et la liberté, toutes les libertés. Cependant, ce qu'on oublie, c'est que sous le règne de Napoléon, on n'a jamais vu autant un tel acharnement de la part d'un gouvernant, d'accord, simplement pour tout contrôler. Parmi les citations historiques de Napoléon Bonaparte, il y a une citation qui est de taille, quand même. C'est une citation où, le jour où il a été intronisé, d'accord, le 2 décembre 1804, d'accord, et que il va être intronisé par le pape à cette époque-là, en lui-même, dans la cathédrale de Notre-Dame. Il va déclarer tout simplement que je n'ai pas succédé à Louis XVI, mais à Charlemagne. C'est fou quand même. Je vais vous expliquer pourquoi c'est fou. Parce que premièrement, Napoléon, lui, contrairement à Charlemagne, Charlemagne va mettre en place l'école pour les enfants à partir de l'âge de 7 ans. D'accord ? On expliquera comment lui est venue l'idée. Donc Charlemagne, lui, il met en place l'école. Charlemagne, même s'il cherchait à gouverner, il cherchait à développer l'humanité. D'accord ? Alors que Napoléon Bonaparte, lui, bien au contraire, sa volonté à lui, à Napoléon Ier, c'était tout simplement d'instaurer la République. Le terme République ne veut pas dire démocratie. Aujourd'hui, par défaut, en France, quand on parle de la Ve République, on parle d'une démocratie parfaite, entre guillemets, dans les livres d'histoire. Mais le terme République, en réalité, c'est on prend le pouvoir aux nobles pour le donner au peuple. Napoléon, ce que lui a encouragé, c'était de dire aux pauvres, sortez, tuez les riches pour gagner votre liberté. Les hommes et les femmes, durant la Révolution française, vont sortir dans la rue. La fameuse Marianne qu'on va retrouver dans toutes les mairies de France. D'accord ? Parce que les femmes aussi ont pris l'étendard. Et elles sont sorties et ont été des révolutionnaires. Mais, que va faire Napoléon dans son code civil ? Et on va devoir attendre 1910 pour voir cette réforme de ce code civil. Napoléon ne donne quasiment aucun droit aux femmes dans ce premier code civil. Pas de droit de vote, pas de droit de propriété. Une femme est considérée comme un pommier au regard de son mari. Le propriétaire du pommier est propriétaire des pommes. Donc une femme donnant des enfants à un homme, les enfants appartiennent au mari, non à la femme. Et j'en passe. Donc il n'y a pas de droit des femmes. Il n'y a pas de droit égalitaire entre les hommes et les femmes. C'est un droit égalitaire entre les hommes uniquement. Une femme n'a pas le droit de s'immiscer dans la vie politique, n'a pas le droit de vote, et j'en passe. D'accord ? Chose qui n'existait pas non plus avant, mais bon, Napoléon, avec toute sa volonté égalitaire, n'a pas fait cela. De plus, il a mis en place tout le système universitaire pour s'assurer qu'au sein du peuple soient formées des élites qui allaient prêter allégeance à la République, c'est-à-dire à lui, à son règne. En plus de ça, il décide de sortir en guerre contre toute l'Europe. Il va se révolter avec l'ensemble des dirigeants européens. Il va se révolter contre eux. Ils vont tous se liguer contre lui, le premier Napoléon. Il va être exilé à 2 reprises. Il va connaître de grands échecs au niveau guerrier. C'est une folie, ce qu'on essaye de vous expliquer. C'est entre la notion de Napoléon, ce qu'on nous enseigne, sur nous, on aimerait comprendre
par rapport à l'histoire de France, mais de par notre ignorance en réalité en matière d'histoire de France, on prête parfois, par défaut, un rôle plus important qu'il n'est à Napoléon concernant la mise en place de la démocratie et le fait que chaque homme soit considéré comme égal devant son créateur. De plus, Napoléon, lui, il a tout fait pour créer la scission entre l'Église et le gouvernement. Donc c'était un homme qui était contre toutes les religions. Il voulait instaurer la laïcité la plus totale. Et dans le sens de Napoléon, la laïcité, c'était on veut bien aller dans les églises, entre guillemets, mais on ne veut pas que l'Église puisse s'ingérer dans les affaires du gouvernement. Et puis, si les gens veulent se détourner de l'Église, ça l'arrange bien, en réalité. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement que quand on réfléchit bien à ce système-là napoléonien, on comprend mieux que le père spirituel, en réalité, du communisme, qui est le peuple qui prend le pouvoir et qui se le partage entre lui, le père spirituel de ce système-là, c'est Napoléon Ier. Raison pour laquelle, en réalité, le Balatania et tous les grands de la génération, à cette époque-là, vont s'opposer à lui, parce qu'ils le voient arriver bien à l'avance. Un homme qui prône l'égalité entre les êtres humains, mais qui ne donne aucun droit aux femmes. Un homme qui prône l'éducation, mais qui met en place des systèmes universitaires pour sélectionner les personnes qui vont avoir accès à l'éducation, pour mettre en place des cadres qui vont être qui ont déjà prêté allégeance à sa royauté, d'accord? Un homme qui en plus va se comparer à Charlemagne, quand entre Charlemagne et lui, il y a une très grande différence sur le plan politique. C'est une folie. Ce qui va être l'erreur. Les historiens estiment que cette déclaration qu'il a faite le jour de son couronnement a été l'erreur une des erreurs graves de Napoléon qui vont le mener à sa perte sur le plan politique. Maintenant, il faut savoir que la France a été le premier pays dans l'histoire de l'humanité à imposer aux Juifs de changer leur nom, à ne plus avoir de nom de Juifs, à imposer aux Juifs leur façon de se vêtir, à imposer aux Juifs de ne pas étudier la Torah, de se détourner de la Torah. Dans le monde moderne, on n'avait pas connu telle chose depuis la destruction du Deuxième Temple. Donc, entre la destruction du Deuxième Temple et cette période-là, où la France, ça va être un peu avant la période des premiers croisés en réalité, donc dans cette période-là, en réalité, on n'avait pas connu un tel acharnement contre le peuple juif à travers le monde. C'est la France qui va montrer le chemin, entre guillemets, aux autres nations à cette époque-là. On parle à l'époque des premiers croisés. On voit que la France s'écrit en hébreu Tsarfat, d'accord? Donc on voit en réalité que le Zohar nous rapporte Tsar, c'est la chaîne Tsarot, d'accord? Il y en a qui disent Tsarpat, c'est le pain qui est fin, la baguette, d'accord? Pat en hébreu veut dire baguette. Mais en réalité, le Zohar dit autre chose. Tsar, c'est les Tsarot, les malheurs. Pat, c'est en réalité la gamatria de 480. Pat, c'est 480. Valeur numérique. Il faut savoir qu'on rapporte que le Satan, d'accord, il a une entité masculine et une entité féminine. L'entité féminine du Satan s'appelle Lamed Yud Tav. Valeur numérique 480. En réalité, on voit quoi? On voit que Dieu, aux descendants de Esav, descendants de Édom, qui s'appelle Tsarfat, dans la Torah, dans les commentaires on nous rapporte, que Dieu, lui, ce descendant-là, il va placer dans sa façon de parler, d'accord, toutes les envies, toutes les ta'avot. Donc, à travers lui et sa descendance, dans le langage de ce pays-là, de Tsarfat et de sa descendance, on aura une envie pour toutes les gourmandises de ce monde. Et on le voit à travers l'histoire de France, les plus grandes révolutions érotiques, les plus grandes révolutions pornographiques, elles ont commencé où? En France. Après, toute l'Europe va suivre. Mais aujourd'hui, on voit en réalité que la France va être un pays qui va jouer un rôle important dans la notion de libéralisme et la libération du sexe, entre guillemets.
D'accord? Là-bas, on prônait l'égalité totale entre hommes et femmes, mais en réalité, il n'y avait pas que ça. Donc on voit que la France va être le premier pays à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on essaye de dire? On voit que justement, Tsarfat en entier, la Gematria, c'est 770. Ça vous rappelle quelque chose? Oui. Hein? Oui. Attends, oui, parce que c'est les mêmes lettres. C'est bien, c'est les mêmes lettres. Ok, c'est un anagramme. Faratsta et Tsarfat, c'est un anagramme. D'accord? Diffusé à travers le monde la Torah, et les lettres de Tsarfat, c'est le même nom. Alors, tous ceux qui regardent jusqu'à maintenant, ils disent « Oh là là, le rabbin, comment il parle de la France, etc. Oh là là, hein. C'est une catastrophe, la France. » Attendez de voir la fin du cours. Écoutez jusqu'à la fin du cours. Soyez patients. Bezrat Hashem. On voit en réalité que c'est la France, la valeur numérique de ce pays, c'est 770. Donc, on dit c'est Malchut des Malchuta. C'est la royauté des royautés. Dans deux sens. Ça peut être la royauté des royautés dans le sens, dans la sainteté, c'est la royauté de Dieu. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même, qui à travers le monde va pouvoir diffuser sa Torah par le biais de la France. Et vous allez voir que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et on va vous expliquer comment. Bezrat Hashem. Ou alors, dans la Touma, la royauté des royautés dans la Touma. Donc on connaît tous les fameux quartiers, portes de Clichy, etc. Bon, on ne traîne pas trop là-bas. Mais malheureusement, moi qui ai grandi en France, et qui ai grandi dans une maison religieuse, quand je devais passer à Paris, voyager en voiture, il y avait des quartiers qu'on ne pouvait pas éviter. D'accord? Avec toutes leurs affiches, etc., dans le coin de Pigalle et autres. Donc on voit en réalité que quelque part, la France, elle a joué un rôle qui est assez particulier dans l'histoire de l'humanité. Mais là, qu'est-ce que nous dit le Zohar? Le Zohar nous rapporte en réalité que la France, Tsarfat, ce descendant de Esav, c'est lui qui fait le lien entre toutes les royautés descendantes de Esav. Regardez bien. Quand les Américains vont faire leur révolution contre les Anglais, qui va leur prêter main forte pour la dépendance de l'Amérique qui va donner naissance aux États-Unis par la suite? La France. Ils vont même leur offrir la statue de la liberté. Oui? Oui? Avec le général Lafayette. C'est pas les galeries Lafayette. C'est pas loin. C'est le général, quand même. Avant. Donc, on voit la France, quand même. On voit de l'autre côté, justement, que, mis à part ça, on voit que la position géographique de la France fait de la France une plaque tournante pour toute l'Europe. Pour le bon commerce comme pour le mauvais commerce. Malheureusement. D'accord? Donc, c'est une plaque tournante. C'est un port naturel pour toute l'Europe, la France. Et on nous dit, nous, dans le Zohar, que là où Dieu a décidé que Tsarfat ira s'installer avec ses enfants, ce sera la plaque tournante de la descendance de Esav, la France. Que de là-bas va tout se jouer. Dans le bien comme dans le mal. Raison pour laquelle, Rashi, comme je vous l'ai expliqué à travers le langage de Tsarfat, à l'époque, ce n'était pas le français qu'on parlait, c'était le François. Donc c'était une langue un peu différente de celle qu'on parle aujourd'hui. Mais Rashi a pris ce langage-là de l'époque et a traduit certains termes dans ses commentaires du Talmud ou dans ses commentaires de la Torah par des expressions françoises de l'époque, d'accord? Le français de l'époque, ok? Tout simplement pourquoi? Pour entrer de la sainteté dans le langage français. Il faut savoir que dans le peuple juif, on a une particularité. Quel que soit le pays où on va, on a pour particularité de prendre la langue du pays et de la mélanger avec le Lachon HaKodesh, avec l'hébreu. Ce qui donne chez les Ashkénazes le Yiddish, ce qui donne chez les Juifs en Espagne le Ladino, ce qui donne chez les Juifs d'Afrique du Nord le judéo-arabe, que les Arabes de la région sont incapables de comprendre. Ce n'est pas exactement la même langue. Il y a des mots en commun, mais ce n'est pas la même langue. Sur le plan historique, les gens l'oublient. Aujourd'hui, on croit qu'il n'y a que les Ashkénazes qui ont le Yiddish. C'est un point qui est important dans le judaïsme, quel que soit le pays où on va, d'adopter la langue du pays pour, à travers les paroles de Torah que l'on va dire à travers cette langue, rentrer dans cette nation, d'accord, une sainteté, une pureté à travers ce langage-là, qui aura une influence sur la nation elle-même et sur les Juifs qui vont y résider. On voit donc que Rashi, c'est pour cette raison-là qu'il va rentrer dans ses commentaires le langage du pays. On voit aujourd'hui qu'en France, la France, le plus gros budget de l'État en France, c'est le budget pour l'armée. Ils ont une des armées les plus impressionnantes. Ça, les gens l'oublient. D'accord?
Alors le porte-avions, il ne se porte pas très bien, mais les tanks, les missiles, d'accord, le tank Leclerc est un des meilleurs tanks au monde, d'accord, ils ont des missiles, ils ont une armée, ils ont une technologie en France qui est assez impressionnante. D'ailleurs, c'est une des clés principales de l'industrie et du commerce français aujourd'hui, l'armement. Maintenant, on voit, mis à part ça, que 78% de l'énergie électrique en France est d'origine nucléaire. Ça vient de centrales nucléaires. C'est-à-dire ils ont une énergie nucléaire développée là-bas, un nombre de centrales, c'est un des grands budgets de l'État. Donc c'est un pays qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère, la France. Et c'est un pays qui a aussi apporté énormément au niveau des droits de l'homme. Alors même si les débuts ont été difficiles avec Napoléon Bonaparte, même si au moment de la Révolution, avec la Déclaration des droits de l'homme, les débuts ont été difficiles, on voit qu'avec le temps, ils ont développé un humanisme et une terre d'asile, où c'est encore un des rares pays au monde qui donne le droit de la terre. Ce qui veut dire qu'un enfant étranger qui naît sur la terre de France a le droit à la nationalité. Parce qu'ils estiment que tous les hommes sont égaux. Donc liberté, égalité, fraternité, il ne faut pas l'oublier. Avec le temps, ça a été modifié. Ce n'était pas exactement comme ça au départ, même durant la Révolution, mais avec le temps, c'est devenu ce que c'est devenu la France. Ils ont rapporté au niveau de la culture, de l'humanisme, et beaucoup de points. Énormément, ils ont apporté énormément à l'humanité. Donc pour ça, on dit qu'on ne parle pas de la France d'aujourd'hui. À partir de ce moment-là, on voit quoi? On voit justement, comme je l'ai dit au départ, malheureusement, on voit justement que malgré les positions de la France, ses positions politiques, elle a été, et qui sont assez, alors certains vont dire pro-palestiniennes, le monde arabe les traite de pro-israéliens, ils sont toujours entre le marteau et l'enclume, entre guillemets, d'accord? Mais bon, ils ont une politique qui va dans le sens d'une paix pour deux peuples, avec deux États, etc. Et en réalité, on voit que malgré cela, et malgré leur prise de position claire pour le monde arabe, la France a été victime, le 7 janvier 2015, l'attentat de Charlie Hebdo, 9 janvier 2015, l'attentat de l'Hypercacher, 13 novembre 2015, l'attentat de Paris, 14 juillet 2016, l'attentat de Nice. Et on n'arrive pas à comprendre. Comment se fait-il, aujourd'hui, qu'un pays comme la France, aujourd'hui on voit des nations, le Daesh, la République islamique, qui menacent la France. Quelque part, c'est un non-sens. D'accord? Quelque part, c'est un non-sens. On voit en réalité qu'il y a un verset dans Ovadia qui dit « Ve'alu moshim be'ar Tzion, lishpor et ar Esav, va'aita Hashem amelucha » Ils vont venir, ceux qui libéreront, sur le mont de Tzion, c'est Jérusalem, pour juger la montagne de Esav, donc les descendants de Esav aujourd'hui. Descendants de Esav, c'est plus ou moins la région européenne, les Américains aussi, qui sont d'origine européenne. D'accord? On ne parlera pas de comment ils ont considéré les Amérindiens. D'accord? Alors maintenant, on voit par rapport à ça, justement, on dit que justement ils vont venir juger le monde de Esav, et Dieu sera renommé roi sur terre, par toutes les nations. On voit en réalité que, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire le prophète Ovadia? Il dit que lorsque les Juifs vont être exilés en France, d'accord? Lui il nous dit Chazon Ovadia, Ko amar Hashem Elokim le'edom. Voilà. Ça, c'est la vision du prophète Ovadia. Ainsi a dit Dieu l'Éternel à la nation de Édom. Vegalut achel livne Israël, asher kenaanim atzarfat. Et à ce moment-là, il y aura un exil pour les enfants d'Israël depuis la terre d'Israël, la terre des Kénaanim, à l'origine, jusqu'à la France. On va se retrouver en France. Et Rashi vient et il a besoin de préciser qu'on parle à Tzarfat, il dit Franza. Dans le commentaire de Rashi, il dit c'est le pays qu'on appelle aujourd'hui la France, qui est le pays qui s'appelle Tzarfat, en hébreu, mais c'est la France, en français. Et on doit préciser ici qu'on parle dans la Torah, en réalité, en fait, dans le livre des prophètes, d'accord, on parle de deux Tzarfat. On va vous expliquer. Il y a dans Ovadia, on parle du pays de Tzarfat, et on voit dans Sefer HaMelachim, on parle de la ville de Tzarfat qui se trouve au Liban. C'est assez troublant. Vous allez voir.
On voit en réalité qu'on parle du pays et non de la ville qui se trouve au Liban, d'accord, dont on parle dans le Sefer Melachim, concernant Eliyahu Hanavi, quand on rapporte l'épisode Ve'aorvim meviim lo lechem ubasar baboker ve'lechem babasar ba'erev umin hanachal ishte. On voit que Eliyahu Hanavi, il a dû se réfugier au bord d'un fleuve et que là-bas les corbeaux lui ramenaient de quoi manger le matin et le soir. Et c'est comme ça qu'il arrivait à se nourrir. Et à un moment donné, on dit Vaï miketz hayamim, et lorsqu'à la fin des jours, Vaïvash hanachal, et le fleuve, il s'est asséché. Et on voit à ce moment-là, Kum lech Tsarfata, Asher le Tzidon. Dieu dit à Eliyahu, lève-toi, va dans la ville de Tsarfat, qui se trouve à Tzidon. Tzidon, dans le Tanakh, on sait que c'est le Liban. C'est au Liban. D'accord? Donc il y a une ville qui s'appelle Tsarfata au Liban. Donc on voit en réalité que nous, ici, on est en train de parler du pays et pas de la ville. Quand on parle du Zohar et de toutes ces choses-là, d'accord, de tous les enseignements du Zohar, tous nos maîtres font référence au pays et non à la ville qui est au Liban. Maintenant, ce qui est assez troublant, c'est que sur le plan historique, on sait très bien que le Liban, c'est la France qui a joué un rôle essentiel avec le général de Gaulle pour permettre au Liban de se réinstaurer tel qu'il est aujourd'hui. D'accord ? Et dans la région de Tzidon, ça a commencé. Donc dans la fameuse région où il y a la ville de Tsarfat. Donc on voit ici qu'il y a une espèce de lien. Est-ce qu'on peut commenter ? C'est troublant. C'est tout ce qu'on peut dire. Maintenant, par rapport à ça, on voit justement que quand on parle de l'exil qui va commencer pour les enfants d'Israël, qu'ils vont être exilés de la terre d'Israël pour être envoyés en France, d'accord ? On voit que le Radak, Sefer HaShorashim, d'accord ? Il explique tout simplement qu'il s'agit de la France, du pays, pas de la ville. Le Rav Eliyahu Bachir, dans le Sefer HaTishbi aussi, il dit qu'il s'agit de la France, le pays, pas la ville, et on en passe. Maintenant, on voit que les Juifs en France, comment ils sont arrivés ? Alors c'est assez intéressant. Les Juifs sont arrivés de façon massive en France après la destruction du deuxième temple, avec les Romains. D'accord ? À l'époque, les Romains avaient envahi quasiment toute la Gaule. C'est pour ceux qui connaissent la bande dessinée. D'accord ? Il faut savoir que la crainte, c'est juste une anecdote historique. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que dans les temps qu'on est en train de vivre, si on n'étudie pas comme il faut l'histoire juive dans un premier temps, l'histoire de notre peuple, l'histoire des nations, on est appelé à voir se répéter les erreurs de l'histoire, ça c'est premièrement. Un homme sage se doit de connaître l'histoire et se doit d'être féru d'histoire aujourd'hui. On voit que justement que lorsqu'on dit que les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête, il faut savoir que des ambassadeurs étaient partis voir Alexandre le Grand, d'accord ? Des ambassadeurs gaulois. Et Alexandre le Grand, lorsqu'il les a vus, il les avait très bien accueillis, ils lui ont dit quelle est votre crainte ? Alexandre le Grand s'attendait à ce qu'il lui réponde, mais on a peur de toi, tu es le grand empereur. Et il lui répondit, non, notre seule crainte, et c'est une réalité, la seule crainte des Gaulois de l'époque, c'était que le ciel leur tombe sur la tête. Et pour éviter que le ciel leur tombe sur la tête, il fallait qu'ils s'allient avec les hommes les plus puissants. Et plus ils étaient puissants, et plus ils étaient cruels, c'est ce qu'ils ont rapporté à Alexandre le Grand, c'est ce qu'écrit Ptolémée, et plus ils seraient protégés. Donc aucune crainte du ciel. La seule crainte qu'il y a, c'est des hommes plus forts qu'eux. L'ère barbare. D'ailleurs, les Gaulois font partie de cette ère barbare celtique, entre guillemets. Donc qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça, justement ? On voit que le premier exil des Bnei Israël vers la France va être avec la destruction du second temple. Et le deuxième grand exil, parce que durant toutes ces périodes-là vont arriver des Juifs, à différentes périodes de notre histoire, on va en parler. Mais le deuxième grand exil des Juifs vers la France, c'est dans les années 50 du XXe siècle. 50, 60, 70, avec la création de l'État d'Israël, d'accord ? Avec toutes les tensions dans les pays d'Afrique du Nord, où là-bas, beaucoup de Juifs vont prendre la décision de quitter l'Afrique du Nord et vont décider de prendre la direction de la France. On voit justement, dans le Seder Hayom, il est rapporté qu'à la période de Charlemagne, d'accord ? Charlemagne, il cherchait des esclaves pour ses mines. Et à l'époque, les rois de Babylonie avaient constaté que les hommes et femmes allaient faire juger leurs affaires et leurs différends dans les tribunaux des Juifs. À l'époque, les Babyloniens n'avaient pas de tribunaux. C'était la loi du talion, entre guillemets. Œil pour œil, dent pour dent. C'est pas tel qu'on l'a décrit dans la Torah. Ça n'a aucun rapport. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit justement ? On voit justement, comme ils allaient se faire juger là-bas,
ils avaient très peur, les rois babyloniens, que vienne un jour le peuple à élire comme roi un de ces sages juifs qui siègent dans les tribunaux. Et le grand de la génération s'appelait Mahou. On le rapporte dans le Sefer Seder Hayom, c'est un Rishon. Et on voit en réalité que ce Mahou va être vendu en esclavage avec hommes, femmes et enfants, tous les élèves, etc., de façon massive, à Charlemagne. Charlemagne va les accueillir, d'accord ? Et il va voir en réalité, il y avait déjà des juifs dans la région, à cette époque-là déjà. Charlemagne va les accueillir. Il va se rendre compte que ceux qui arrivent de Babylonie savent tous lire, écrire et compter, hommes, femmes et enfants. Ça l'impressionne. Il dit, mais comment ça fonctionne chez vous ? Il dit, chez nous, à l'âge de 5 ans, un enfant lui enseigne Mikra, le Chumash, donc la Bible, d'accord ? Et à l'âge de 7 ans, on lui enseigne le Talmud, la Mishnah. C'est l'âge de l'éducation, en moyenne, donc on lui apprend les lois. Il disait, donc à partir de l'âge de 7 ans, vous enseignez à vos enfants de savoir lire, écrire, non, bien avant. Mais au contraire, on commence à l'âge de 3 ans. Charlemagne a retenu qu'à partir de l'âge de 7 ans, on leur apprend les lois, donc il a imposé l'école à partir de l'âge de 7 ans, au contact de Mahou. C'est assez impressionnant. Donc on voit que la création des premières écoles et le fait d'instaurer l'éducation obligatoire pour les nations, que l'histoire nous rappelle que c'est Charlemagne, le premier roi, qui a fait une chose pareille. Charlemagne s'est inspiré du peuple juif, arrivant de Babylonie chez lui. Donc on voit déjà l'influence qu'ont eu les Juifs sur l'histoire de France, qui a permis à la France d'avoir cette influence très belle sur l'ensemble des nations. Maintenant, par rapport à cela, justement, on voit que durant la fin de la période des Géonim, à l'époque du Rav Gaon, d'accord ? Donc selon le calendrier hébraïque, c'est en 4760, c'est-à-dire si on compte bien, c'est il y a 1017 ans en arrière, d'accord ? Les Juifs étaient persécutés en Mésopotamie par les Perses, par les Babyloniens, de façon assez outrancière. On se permettait de rentrer chez eux, de leur saisir leurs biens, de prendre leurs femmes, d'envoyer leurs enfants en esclavage, etc. Ils étaient extrêmement maltraités. Raison pour laquelle énormément de Juifs de Babylonie ont commencé à prendre leurs bateaux pour quitter la région. Ils vont arriver en France aussi. Une fois que Mahou et ses élèves ont été vendus là-bas et qu'ils ont pu s'installer là-bas. On voit que ça va être les ancêtres de tous les Juifs de France par la suite, tous ces Juifs-là. Essentiellement, les grands maîtres du judaïsme qu'on va connaître par la suite. Il y a 4 grands de la génération qui sont partis sur un bateau pour faire Akhnasat Kala à un moment donné. Les 4 grands de la génération habitant en Babylonie. Le bateau va être s'aborder, entre guillemets, et abordé par des pirates. Et les pirates vont leur prendre tous leurs biens et vont les vendre en esclavage. Le premier des grands maîtres, c'est Rabbi Moshe Bar Hanor, qui va devenir un des grands de la génération. Il va être vendu en esclavage en Espagne. La communauté juive, qui savait qu'il s'agissait d'une sommité de Babylonie, d'accord, va venir, et la communauté d'Espagne déjà était arrivée là-bas à l'époque de la destruction du deuxième temple, dans toute l'Europe. Donc va venir et va racheter Rabbi Moshe Bar Hanor pour lui éviter l'esclavage, et vont faire de lui le grand de la génération en Espagne. Après, on a un deuxième, c'est Rabbi Hushiel, d'accord, Bar El-Hanan, Rabbi Hushiel Bar El-Hanan, excusez-moi, qui va être vendu en Afrique du Nord, qui va devenir un des grands maîtres d'Afrique du Nord. Un troisième, c'est Rabbi Ishmareou Bar El-Hanan, lui aussi. Et il va être vendu en Égypte, à la communauté juive là-bas, à Alexandrie, il va devenir le grand de la génération à Alexandrie. Et enfin, Rabbi Nathan Bar Yitzhak, qui va être vendu en esclavage à la communauté juive de France, d'accord ? Il va fonder la fameuse yeshiva de Narbonne, Chachmei Narbona, constituée des descendants de Mahou et de ces juifs qui sont arrivés à l'époque de Charlemagne, et lui-même. Donc on voit en réalité qu'ils vont former tout ce grand judaïsme qui va être entre Aix-en-Provence, Marseille, Narbonne. C'est-à-dire, aujourd'hui on va là-bas, les communautés, elles sont en souffrance entre guillemets. J'ai vécu 1 an à Aix-en-Provence, je peux vous dire que là-bas les communautés, quand ma femme était étudiante en droit, elle terminait son ESS, on a été là-bas pendant 1 an, voilà, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait qu'une seule boucherie pour toute la ville. Donc une seule boucherie cachère pour toute la ville. C'était pas évident. Donc justement, par rapport à cela, on voit par rapport à cela justement qu'ils vont arriver là-bas. Et un des élèves de Rabbi Nathan Bar Yitzhak, ça va être Rabbeinu Gershon, Meor Agola, d'accord ? Donc Rabbeinu Gershon, très connu, qui va être le grand de la génération en France, en Allemagne et en Italie. Et tous les Sepsakim sont repris jusqu'à aujourd'hui.
Tous les noms que je vous donne, tous les décisionnaires connaissent les noms de ces grands maîtres-là. C'est-à-dire leurs décisions, leurs lois jusqu'à aujourd'hui sont extrêmement importantes pour arriver à comprendre les lois de la Torah. D'accord? Et les lois orales en particulier. Maintenant, on voit que Rabbeinu Gershon va être, entre guillemets, le Rav, il va être, d'accord, va avoir différents élèves, et il va être Niftar, d'accord, il va être le Rav de Rashi. Je vous la fais courte, hein. L'année où Rabbeinu Gershon meurt, Rashi vient au monde. Tous les juifs de la génération disent que la Torah va être gardée par un nouvel élève qui doit se déclarer, et va venir Rashi. Quand Rashi va grandir et devenir le grand de la génération tel que nous on le connaît aujourd'hui, tous les juifs disaient de Rabbeinu Gershon à Rashi, la Torah ne s'est pas oubliée, comme de Moshe à Moshe. Et on voit que c'était la période des croisades, c'était la première croisade à l'époque de Rashi. Alors tout le monde connaît l'histoire de Godefroy Bouillon avec Rashi. Vous la connaissez pas, on va la raconter. Bezrat Hashem. On voit en réalité justement que c'est la période des premiers croisés. Les premiers croisés, dès qu'ils croisaient des juifs, ils faisaient d'eux ce qu'ils voulaient en France. Et justement, ils allaient vers Jérusalem pour combattre l'islam et les musulmans, comme quoi ça date ces histoires-là, d'accord? Et on voit en réalité que sur le chemin, lorsqu'ils croisaient des juifs, ils faisaient des juifs ce qu'ils voulaient. Ils les maltraitaient comme ils voulaient. Donc les juifs étaient considérés à cette époque-là comme moins que des êtres humains. Tuer un juif ou écraser une fourmi, ça revenait au même, pour ces gens-là. Il faut bien arriver à comprendre quelle époque on a vécu en France. Et la majeure partie du judaïsme s'est retrouvée en France. Quand il n'y a plus de yeshivot en Israël, quand il n'y a plus de yeshivot en Babylonie, parce qu'il ne restait que trop peu de juifs pour pouvoir monter des yeshivot, tout le monde des yeshivot, qui va illuminer le judaïsme dans le monde entier, va se retrouver en France. Et de la France, ils vont aller en Allemagne, et d'Allemagne en Italie. D'Italie, ils vont aller enseigner la Torah en Espagne. D'Espagne, ils vont aller en Afrique du Nord pour enseigner la Torah, et ainsi de suite. Et tout le judaïsme va démarrer, le judaïsme d'aujourd'hui va démarrer avec la France. Raison pour laquelle, lorsqu'on allait en Afrique du Nord, ce qui est étonnant, les principaux psakim, parce qu'on parle là des élèves de Rashi, les principaux psakim, les principales lois suivent les avis de Rashi dans le Talmud. Ce qui veut dire que les juifs d'Afrique du Nord, les Sfaradim, séfarades, suivent l'avis de Rashi, qui est un Ashkénaze. Pour quelle raison? Parce que de là va être l'origine de tout l'enseignement et de la compréhension du Talmud que nous avons aujourd'hui. Au-delà, le fait que Rabbi Akiva et ses 5 élèves nous ont enseigné le Talmud tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est à travers tous les commentaires de Rashi et de ses élèves, les Baal et Tosfot, qu'on va pouvoir comprendre la Torah telle qu'on la comprend aujourd'hui. Ça, faut bien arriver à comprendre. Donc on voit le rôle prépondérant qu'ont eu les Juifs de France dans le fait de diffuser la Torah à travers le monde. Et justement par rapport à cela, on voit que Tzarfat, c'est Otchot Sparatzta. D'accord? C'est les lettres de diffuser la Torah à travers le monde. Alors on sait que le Rabbi de Lubavitch avait rapporté cela, mais c'est un midrash. C'est un midrash qu'il rapporte, tout simplement. D'accord? Que les Juifs, à partir du moment, et c'est un midrash, sur le verset de Ovadia. À partir du moment où les Juifs allaient arriver en France, la Torah allait commencer à se diffuser à travers le monde comme jamais. Et grâce à cela, on verra la sagesse de la Torah s'épanouir et illuminer l'ensemble de l'humanité. Aujourd'hui, on n'a jamais vu autant de non-juifs s'attacher à des rabbanim qu'à notre génération. Autant de non-juifs être des bnei noirs, s'attacher aux 7 lois de Noé et venir vers les rabbanim pour demander à être guidés. Tout cela grâce à quoi? À cette Torah de France. Ça démarre avec les Juifs de France. On voit qu'à son époque, le Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik et Kadosh Livracha, avait commencé à lancer le mouvement d'enseigner 7 lois pour 70 nations. 717, entre guillemets. Contre Malchut et Malchuta de la Touma, d'accord? Contre la royauté de la Klippa, entre guillemets. Qui pourrait être en France. Mais la France, si elle décide d'adhérer et d'embrasser le judaïsme, aller inverser cela, allait permettre au monde de connaître les plus grandes avancées pour l'humanité. Chose qui s'est faite. On voit que le premier code civil de Napoléon Bonaparte, dont on vous a parlé, il a rédigé au contact de talmudistes. On expliquera comment, dans quelques instants. Il ne faut pas que je me perde dans tout ça. Mais on va reprendre à l'histoire là où on en était. Rashi et Godefroy de Bouillon, principal leader des premiers croisés.
Godefroy Brouillan avait entendu parler de la sagesse de Rachid, un homme exceptionnel, probablement un homme riche, vigneron, d'accord, famille importante, très érudit et qui vivait dans la pauvreté la plus totale. Rachid était connu pour jeûner des jours et des jours et des jours pour arriver à comprendre un verset de la Torah et à pouvoir l'expliquer sans se tromper. On voit quoi en réalité? Il s'est servi de sa richesse pour permettre à tous les Juifs dans sa région, d'accord, en Alsace, en France, en Allemagne, c'est tout, de pouvoir étudier la Torah. Il a monté des yeshivot avec sa richesse. Il n'est pas parti s'acheter une calèche de luxe chez Ferrari. Non, non. Il est parti ouvrir des yeshivot pour ses élèves. On voit en réalité que Rachid était connu pour cela. Donc, Godefroy de Bouillon était intéressé de rencontrer un tel homme. Et il va chez Rachid. Il rentre dans la maison de Rachid. Il force la porte. D'accord? Et là-bas, Rachid, il entend Rachid dans la pièce, comme si qu'il est à côté de lui, mais il ne le voit pas. Il cherche des passages secrets. Il se met à donner des coups de sabre dans les murs et dans le sol pour voir où est-ce qu'il pourrait être. Voir s'il n'y a pas de passage secret, il voit qu'il n'y a rien. Il comprend qu'il a affaire à un homme particulier. Il sort de la maison, parce qu'avant cela, justement, avant qu'il arrive chez lui, il avait envoyé à plusieurs reprises des émissaires pour demander à Rachid de venir jusqu'à lui. Et Rachid avait refusé. Donc, fou de rage, il est venu avec ses hommes, juste avant de partir en croisade, jusqu'à la porte de Rachid. Il rentre dans la maison, il ne voit pas Rachid, mais il entend. Il sort de la maison, il y a un élève qui sort, que Godefroy de Bouillon n'avait pas vu dans la maison de Rachid. Et l'élève lui dit, que voulez-vous? Il dit, j'aimerais parler à ton maître, assure-le que s'il sort à ma rencontre maintenant, j'aimerais lui demander un conseil et qu'aucun mal ne lui sera fait, ni à lui, ni à ses élèves, ni à ses gens. Rachid, sur ses entrefaits, sur ses paroles, sort. Et Godefroy de Bouillon lui dit, voilà, je suis sur le point de sortir en croisade pour reprendre la ville de Jérusalem qui est aux mains des musulmans. J'ai 100 000 cavaliers qui m'accompagnent depuis la France. J'ai encore 200 bateaux qui vont nous emmener jusqu'en Terre Sainte. Là-bas, dans la ville de Akko, d'accord, à Acre, j'ai encore 7000 cavaliers qui m'attendent. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Comment vais-je revenir? Est-ce que je vais arriver à régner sur la ville de Jérusalem et libérer Jérusalem? Rachid lui annonce qu'il va réussir non seulement à libérer la ville de Jérusalem, mais qu'il va arriver à régner sur la ville de Jérusalem. Cependant, uniquement 3 jours. Au bout de 3 jours, les musulmans vont reprendre la ville de Jérusalem. Et il va devoir, lui, se sauver avec tous ses hommes. Dans sa fuite, il ne reviendra qu'avec 4 hommes. D'accord? Que 3 hommes et 3 chevaux. D'accord? Et que par la suite, les 3 hommes vont mourir dans le périple. Il ne reviendra qu'avec 3 chevaux. Dans la ville où se trouvait Rachid, dans la ville de Troie. Oh. Et là, Godefroy de Brouillon lui fait une promesse. Il lui dit, écoute-moi, vieux fou. Si tu dis vrai, tu ne risques rien. Si tu dis faux, je reviendrai pour te massacrer, toi et tout ton peuple, ici en France. Godefroy de Bouillon s'en va à Jérusalem. Comme prévu, il libère la ville de Jérusalem. Comme prévu, il règne sur la ville 3 jours. Comme prévu, il doit se sauver le 4e jour de Jérusalem avec tous ses hommes. Comme prévu, il rentre jusqu'en France, mais il rentre avec son cheval et encore 3 autres hommes. Ça fait 4 chevaux. Et là, durant le périple, les hommes qui l'accompagnent meurent. Donc il se retrouve toujours avec 4 chevaux. Et il arrive avec lui et encore 3 chevaux. Il arrive, il voit la porte de la ville de Troie, où à l'époque, toutes les villes étaient avec des murailles. Et là, à ce moment-là, lorsqu'il passe les murailles de la ville de Troie, il se dit dans sa tête, je suis revenu avec 4 chevaux et pas 3 chevaux, je vais massacrer ce Rachid et tous les Juifs. Ah ouais. Je sens sympathique. En même temps qu'on s'appelle le bouillon. Alors maintenant, on fait bouillonner les gens. Alors maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement, il bouillonne toute la journée, il est énervé le monsieur. Donc quand il arrive, il passe la porte de la ville de Troie, la porte de la ville, donc il passe les murailles. Et là, il y a une pierre qui tombe d'en haut de la muraille sur la tête d'un des chevaux, qui meurt. Il se retrouve avec ses 3 chevaux. Alors, on rapporte que lorsqu'il est arrivé devant la porte de Rachid, il a voulu s'en prendre à Rachid, et là, il s'est enfoncé dans la terre. Il n'arrivait pas, comme dans des sables mouvants, il n'arrivait pas à s'en défaire. Et c'est lorsque Rachid est sorti, il lui a fait promettre de ne pas s'en prendre ni à lui ni aux Juifs, qu'il a pu se libérer de l'emprise de la terre sur lui-même. C'est extraordinaire.
Maintenant, on voit que tous les autres faits sont rapportés par Rashi. L'épisode où Godefroy de Bouillon se retrouve enlisé n'est pas rapporté par Rashi. Donc, à chacun de penser et de croire ce qu'il a envie de croire. Maintenant, par rapport à ça, justement, on voit que lui, ça lui a pris 4 ans à Godefroy de Bouillon pour revenir de son périple. Maintenant, pour bien arriver à comprendre qu'est-ce qui va se passer par la suite, après cette période-là, il y a un grand nombre de rabbinim illustres pour le judaïsme qui vont apparaître en France, qui sont les descendants de tous les juifs dont on a parlé juste avant. Alors, on a Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rashi, Rashbam, d'accord, le gendre, Rabbi Yitzhak, le Ri, d'accord, Rabbi Yitzhak Azaken, le Ri, Rabbeinu Yosef, d'accord, Tovlem, qui était un très grand, le Baal Marzor Vitri aussi, le Ribam, le Smag, d'accord, c'est faire Mitzvot Gdolot, le Smak, c'est faire Mitzvot Tanot, d'accord, le Baal Sefer Yirim, Rabbeinu Aritzva, Rabbi Shimon Michens, Rabbi Chaim HaKohen, d'accord, les Baalei Tosfot aussi, Rabbi Avraham d'Orléans, Rabbi Avraham de Bourgogne, Rabbi Eliezer de Metz, Rabbi Yahu de Brunois, Rabbeinu Asher de Lunel, Rabbeinu Yosef de Marseille, Rabbi Moshe de Pontoise, c'est mon préféré, Rabbi Shlomo Halafta, d'accord, Rabbi Yosef Bar Menachem, le Rav Avraham Avbedin, c'était le Avbedin de France, on l'appelle Rav Avraham Avbedin, et parmi eux, ils vont avoir des Rishonim qui vont sortir des livres très importants pour la halakha. Le Baal HaMaor, le Baal HaSaginaor, le Baal HaManig, d'accord. Il y a aussi le Rabbi Yitzhak Saginaor, Barara Avad, c'est un autre encore, ou Rabbeinu Yerucham, Baal Toldot Adam Vechava, qui est un livre très important, d'accord, ou encore le Sefer Akritut. Donc on voit la richesse qu'il y a eu à cette époque, avec les élèves de Rashi, avec les élèves de Rabbeinu Tam, et tout le nombre impressionnant de Baalei Tosfot qui vont sortir de là. Et on voit aussi qu'il y en a 2 très grands qui vont sortir de là. C'est Rabbi Meir Tsarfati et Rabbi Avraham Tsarfati, dont les descendants vont partir en Afrique du Nord. Un de leurs descendants, c'est le Rabbi Tzemar Tsarfati, qui était grand rabbin de Tunisie il y a 250 ans. D'accord ? Donc on voit en réalité qu'il y avait carrément des juifs qui ont pris le nom de Tsarfati, de français. C'est leur nom de famille. On voit aussi que dans le rivage, quand on dit Mitzarfat Tavo Torah, ou Dvar Hashem, mais Ashkenaz. Donc le shoot du rivage, dans le responsable du rivage, qui est un des Rishonim, il rapporte en réalité que tel qu'il est dit, Kimitzion Tetse Torah, lui il dit que de la France sortira la Torah, mais Dvar Hashem, mais Ashkenaz. Et les paroles de Dieu de la région d'Ashkenaz, la région d'Europe. Et on voit en réalité qu'effectivement c'est ce qui a bien eu lieu. C'est ce qui a bien eu lieu. Ça va avoir une influence sur toute la région et à travers tout le monde entier pour le judaïsme. Et malheureusement, on voit que il y aura un grand nombre de débats qui vont éclater au sein de la communauté juive. On voit qu'il va y avoir un débat concernant les écrits du Rambam. Les écrits du Rambam. Les Baalei Tosfot vont décréter que le Rambam, il n'a pas écrit Mishneh Torah, il a écrit Ameshaneh Torah, celui qui veut changer la facette de la Torah. Pour quelle raison ? Le Rambam, à son époque, avait écrit clairement différentes choses. Premièrement, qu'il avait étudié toutes les sagesses et les sciences de ce monde, et qu'il était arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas plus grande science et plus grande sagesse que celle de la Torah. Donc les Baalei Tosfot le voyaient d'un mauvais œil. Et puis deuxièmement, beaucoup de juifs, comme aujourd'hui, c'était un peu compliqué pour eux d'étudier la Gemara. C'est de l'aramien, il y a Rashi, il y a Tosfot, il y a les commentateurs. C'est compliqué. Donc ils voulaient étudier un livre d'Halakha les Maaseh. Et le livre pratique de loi de l'époque, ça va être le Rambam, le premier livre pratique de loi. Et les Baalei Tosfot, eux, les Chachamim en France vont dire, mais les gens vont abandonner l'étude du Talmud, c'est quelque chose de très grave. On voit justement que avant cela, il y avait un des élèves de Rabbeinu Tam qui avait prévu tout cela. D'accord ? Rabbi Yitzhak Ben Shmuel. De façon extraordinaire, il écrit qu'il a vu que... Alors là, on est en 1200 et quelques, hein, d'accord ? Et on voit que lui, il vient et il prévoit une chose fantastique. Il dit que quand viendra l'ère de l'imprimerie en Europe, Gutenberg en 1400 et quelques, d'accord ? Gutenberg. Il faut savoir qu'au Népal, au Tibet, dans le monde arabe, l'imprimerie existait déjà. Gutenberg, ce n'est pas l'inventeur de l'imprimerie,
mais c'est l'inventeur de l'imprimerie industrielle, entre guillemets, des premiers moyens d'imprimerie industrielle. Il y avait déjà des moyens d'imprimer à l'époque. Et on voit, en réalité, quand viendra se répandre en Europe l'imprimerie, on aura un gros problème. Vont commencer les Français et les Goïms à vouloir brûler les livres de la Torah. Donc lui, il va prendre des élèves, 60 élèves, à qui il va faire apprendre le Talmud par cœur. Donc les 60 Mishnayot, les 30 Gmarot, il va leur faire apprendre les 36 Gmarot, 60 Mishnayot, il va leur faire apprendre par cœur toute la Torah. Il va prendre différents élèves, à chacun il va lui demander d'apprendre un livre par cœur, pour être sûr que la Torah puisse être toujours sauvegardée. C'est aussi pour cela que ça s'appelle la loi orale. À l'époque de Moshe Rabbeinu, quand on a reçu la Torah, beaucoup de gens disent oui, mais c'est pas écrit dans la Torah. Il y a des interdits qui ne sont pas écrits dans la Torah. Il y a des interdits qui sont développés à travers la loi orale, l'enseignement oral de Moshe Rabbeinu. Et on voit qu'il a compris cette nécessité, il a demandé à tout le monde d'apprendre par cœur la Torah. Et chaque enseignement a des Talmidei Chachamim exceptionnels. C'est grâce à eux que le judaïsme va être conservé. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit justement ? On voit qu'à travers, quand va éclater le grand débat autour des enseignements du Rambam, justement, on voit que à travers l'histoire, les Français, les Juifs de France vont brûler les livres de Rambam sur la place publique. C'est durant la même période que vont être brûlés, qu'il va y avoir le procès talmudique, un peu avant. C'est un procès en réalité qui va commencer en 1239 avec un apostat qui s'appelait Nicolas Donin, d'accord ? Un juif converti à la chrétienté, d'accord ? Qui va réunir des ecclésiastes et qui va commencer à parler contre le judaïsme. Et il va aller voir Louis XIV à l'époque, pour lui demander de brûler les enseignements du judaïsme. Louis XIV va lui répondre « Je refuse de m'en prendre à leurs enseignements, d'accord ? Parce que l'Église reconnaît dans le judaïsme une vérité, donc je refuse de m'en prendre à eux sans procès. » Et là va avoir lieu une première vague de procès qui vont durer pendant 2 ans. D'accord ? De 1240 jusqu'à 1242, il va y avoir procès sur procès, où il va y avoir le Rav Yechiel de Paris, avec encore 3 autres grands de la génération, qui vont passer leur temps à se faire convoquer chez le roi, à devoir se défendre contre des ecclésiastes, à devoir défendre la Torah, et à chaque débat, ils vont avoir gain de cause. À chaque débat, Louis XIV va dire « Vous ne touchez pas au Talmud, vous ne touchez pas aux Juifs ». Et à chaque fois, il va nommer des responsables pour protéger les livres du Talmud. Et un des Egmon, un des chargés du roi, va malheureusement, après avoir protégé le Talmud, au bout de 2 ans, va mourir. Là, tout le monde vient et dit « Ah, c'est parce qu'il a protégé les Juifs, et parce que le roi a protégé les Juifs, la misère vient des Juifs, la peste vient des Juifs, tout vient des Juifs. » Et là, on reprend tous les grands critères antisémites, les grands tubes de l'époque. Et malheureusement, il va y avoir une telle révolte qu'ils vont décider malgré tout de céder et de brûler sur la place publique en 1242 24 charrettes remplies de livres talmudiques. 24 charrettes. Ce qu'avait prévu, d'accord, Rabbi Yitzhak ben Shmuel, l'élève de Rabbi Nutam. Donc on voit en réalité que lorsqu'ils sont venus et qu'ils ont brûlé, ils vont brûler exactement 40 jours après que dans l'histoire, bien plus tard, les Juifs de France vont brûler le livre du Rambam. Essayez de comprendre ce qu'on est en train de vous dire. À cause de ce débat-là, à cause des débats entre nous, il est rapporté dans le Midrash que le peuple d'Israël, le peuple juif, ne peut pas être touché par les non-juifs s'il n'y a pas une faute dont ils se sont rendus coupables aux yeux de leur Créateur, ou s'il n'y a pas une faute dont ils se sont rendus coupables aux yeux de leur prochain. Le débat, la scission au sein du clan d'Israël, c'est la mère de toutes les souffrances. En réalité. C'est une chose terrible. Et on voit en réalité, justement, que parce que les Chachmei Tzarfat n'ont pas su, dans ces moments-là, dans leur moment de débat, rester unis, et que jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'à travers l'héritage du judaïsme ashkénaze, dès qu'il y a un débat entre les maîtres ashkénazes, on voit les débats devenir assez virulents, comme on le voit actuellement, les débats actuels entre les grands maîtres ashkénazes aux États-Unis et les grands maîtres ashkénazes en Israël
Parce qu'aux États-Unis, on leur apportait de fausses informations concernant ce qui se passe dans les yeshivot. Donc, qu'est-ce qu'on voit justement et qu'on fait honte au Rav Chaim Kanievski, au Rav Steinman, et j'en passe, aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est quelque chose quand même de fou. Et on voit justement, on a presque terminé. On voit justement par rapport à cela que le but même du judaïsme de France, qui a cette force, nous juifs de France, on a une force extraordinaire. On a une force, une conviction de pouvoir diffuser à travers le monde entier tout ce qu'on a envie de diffuser. Regardez bien. La France a cette force. La France, c'est le pays qui a le plus d'influence, qui a eu le plus d'influence sur l'Europe, concernant la mode, concernant les mœurs, concernant toutes les révolutions intellectuelles et philosophiques modernes. Et en réalité, les Juifs de France, on a cette force en nous, de Paratstar. Maintenant, on peut choisir. Qu'est-ce qu'on veut diffuser ? Est-ce qu'on veut diffuser de plus en plus d'entreprises en France qui font du télémarketing ou du call center, qui travaillent dans des business illégaux et qui font un très grand chilul Hashem ? Ou est-ce qu'on veut diffuser la parole de la Torah ? Tout ce qu'on décide de faire, nous les Juifs de France, parce qu'on vient de France, on peut le diffuser à une échelle incroyable. Et tout ce qu'on décide de faire, ça marchera. Que ce soit dans la sainteté ou dans la pureté. Essayez de comprendre la responsabilité que nous avons. Mais comme nous, Juifs de France, qui avons vécu en France, qui sommes toujours attachés à la France, d'accord ? Comme disait le Rav Sitruk, Zichrono Livracha, s'il y a une dispute entre mon père et ma mère, j'ai pas envie d'être au milieu. Mon père, c'est la France, ma mère, c'est Israël. J'ai pas envie d'être au milieu d'une dispute, entre guillemets. On voit que si nous, on arrive à comprendre le rôle essentiel que nous avons, comme c'est rapporté dans le Zohar, on peut arriver à diffuser tout ce que l'on veut à travers le monde. On a cette force extraordinaire. On voit en réalité que toutes les souffrances qu'ont vécues les Juifs à travers leur histoire sont dues quelque part à des erreurs, à un manque d'union entre nous. Aujourd'hui, plus qu'avant, plus que toujours, force est de constater, je vous dis la vérité, Baruch Hashem, aujourd'hui il y a beaucoup de dayanim au Beit Din de Netanya qui considèrent que je serais un génie du Shlom Bayit, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que sur 1200 dossiers de divorce que le Beit Din de Netanya m'envoie par an, il y a entre 12 et 20 couples qui divorcent réellement. Le reste des couples, on leur fait le Shlom Bayit. Et je peux vous dire qu'on en voit de toutes les couleurs en question de problèmes de Shlom Bayit. Et justement, eux ils se disent, mais c'est un génie, le Rav Yishai. Pas du tout. Vous savez pourquoi les gens arrivent à m'écouter ? Parce qu'ils se disent, c'est pas un Israélien. Ce Rav-là, il vient de Chutz Laaretz. Ce Rav-là, c'est un Français. Il n'est pas en train d'essayer de nous tourner en bourrique. Il a l'amour de son prochain. Il est venu ici, il a laissé un pays en Europe, on donnait les droits sociaux, on donnait tout, pour venir ici et s'occuper des gens. C'est cette petite différence-là, cette petite French touch-là, qui fait que j'arrive à mieux aider les gens. Si vous arrivez à comprendre tout simplement, et regardez autour de vous, regardez la salle autour de vous, regardez les gens ici. Chez les Israéliens, malheureusement, il est rare de voir un orthodoxe avec un sioniste religieux, avec quelqu'un de pas religieux, venir s'asseoir dans la même synagogue ou venir suivre des cours en direct sur Internet, tous ensemble, au nom de la Torah et de leur attachement au judaïsme. Chacun par rapport à son niveau de pratique. C'est rare de voir ça chez nos frères israéliens. Aujourd'hui, j'ai un de mes amis, le Rav Yigal Cohen, avec qui j'ai eu le mérite d'étudier ensemble, on a étudié ensemble au Kollel, Baruch Hashem, qui arrive à le faire plus ou moins, mais lui aussi il a cette petite différence, entre guillemets. Et puis il a beaucoup d'amis français, on lui a expliqué comment faire. Donc en réalité, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est une chose extraordinaire. Ce qu'on essaye de vous dire, c'est que notre petite différence à nous, c'est quoi ? C'est qu'on choque. Je vais vous raconter une anecdote. Une année, pour Yom Ha'atzmaut, j'ai un élève qui avait un bureau à Ramat Gan, d'accord ? À l'époque, c'était la belle époque, il avait une société où il vendait des abonnements, un peu ce que font d'autres sociétés aujourd'hui, des abonnements téléphoniques aux francophones avec un service francophone, d'accord ? Et ce garçon-là, pour Yom Ha'atzmaut, il voulait organiser, dans son bureau, il y avait une grande terrasse, merci pour la lumière. Donc, voilà, Baruch Hashem. Donc, on voit qu'il avait organisé, sur sa terrasse, il voulait organiser un repas pour Yom Ha'atzmaut. Alors, ils m'ont dit, Kvad Harav, est-ce que tu viens ? Orthodoxe, j'habite à Bnei Brak.
Il me dit Yom Ha'atzmaut. Je lui dis aucun problème, on va faire ensemble. Je dis ça te dérange pas si on fait ensemble un Sioum Masechet, on termine une Masechet de Gemara ensemble. Il me dit aucun problème, Vodarav, avec plaisir. On vient, on fait un cours de Torah, on fait une Seouda, j'invite des amis, on fait la grillade, tout comme il faut. Je dis bah okay, super. Je dis ça te dérange pas maintenant si on va faire les courses ensemble, parce que là-bas, moi je connais pas les différents niveaux de pratique, et pour être sûr, malheureusement, ou parfois pour des personnes qui viennent d'arriver en Israël, des fois c'est un peu compliqué la cache-route. C'est un peu compliqué. Donc je lui dis écoute, moi j'ai un niveau de cache-route un peu particulier, je suis très mahmir. Est-ce que tu veux bien venir avec moi à Bnei Brak pour qu'on aille ensemble acheter la viande à la boucherie? Il me dit aucun problème. Lui il arrive, Dieu bénisse pour lui, une queue de cheval jusque entre les épaules, d'accord? Une petite barbe comme ça sympathique, un peu look hipster, pas trop chassid, d'accord? Avec lui vient un autre monsieur qui nous accompagne, qui avait une kippa srouga, un pistolet à la ceinture, d'accord? Un monsieur qui apparemment a le look des gens qui habitent dans Yehuda et Shomron, avec un autre qui a le look des gens qui habitent à Tel Aviv, et moi au milieu des deux. Et Ben Pourat Joseph, les deux, maintenant je suis pas petit, hein, mais Dieu bénisse, 2 montagnes les garçons. Donc quand j'arrive dans la boucherie, tout le monde en panique, disent « Venez, on va servir le rave, c'est un grand rave, il est venu avec ses 2 gardes du corps. » Non, c'est pas de mes gardes du corps, c'est des amis. Et qu'est-ce que vous voulez? Et on commence à commander la viande. Maintenant, Ben Pourat Joseph, on avait organisé un repas pour 200 personnes à Ramat Gan. Donc quand on lui commande des quantités de viande, le boucher il devient fou parce qu'on voit que sa chambre froide et son stock, on est en train de lui vider. Il dit mais qu'est-ce que c'est cette histoire qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On dit aujourd'hui c'est Yom Ha'atzmaut, on va faire des grillades. Il dit mais toi t'es orthodoxe, t'es haredi. Regarde, t'as le chapeau, t'as le frac, qu'est-ce que c'est cette histoire? Je dis non, excuse-nous, nous entre nous, nous les Français, on prend toujours la bonne occasion de pouvoir se réunir entre nous pour avoir quelques paroles de Torah. Alors, eux, ils ont un idéal, peut-être que moi j'ai un autre idéal, peut-être qu'il y a des points sur lesquels on est d'accord, d'autres points sur lesquels on n'est pas d'accord, mais à la finale, on est tous d'accord sur une chose. Peut-être que sur la forme, il y a des débats, mais sur le fond, à la finale, on va arriver au même résultat. Comme Shammai et Hillel. D'accord? Il y a des débats sur la forme, mais sur le fond, on veut quoi? On veut tous la Géoula. Bezrat Hashem. On voit que nous, Juifs de France, on a cette particularité, ou Faratzta, de pouvoir diffuser la Torah et de pouvoir diffuser l'unité. On a cette particularité. On voit des jeunes qui font teshuva, qui décident de devenir orthodoxes, qui ont des parents qui sont moins religieux et qui arrivent à se retrouver avec leurs parents, à imposer un niveau de cache-route, ou pas imposer un niveau de cache-route. Les parents d'eux-mêmes qui veulent voir leurs enfants viennent, ils s'adaptent, et Baruch Hashem, et tout le monde avance ensemble. Et parfois, on a des enfants qui commencent à avancer, et les parents qui avancent pour leurs enfants, et puis à un moment donné, ils voient leurs enfants qui calent. Ils disent attends. Il y a quand même des valeurs communes au judaïsme. Il y a quand même des valeurs importantes. Au-delà de la pratique. La pratique est importante, mais il y a des valeurs. Sur vos valeurs à vous, même si vous pratiquez, les parents vont rappeler aux enfants quelles sont les valeurs. Respect des parents, comment s'occuper des enfants, comment assumer un foyer, toutes ces choses-là, Baruch Hashem, qui sont des valeurs de la Torah, des lois de la Torah. On voit justement que le juif aujourd'hui, il est détesté pour une chose qui est simple. Le juif aujourd'hui, il est détesté parce qu'il a fait le plus beau cadeau qu'on pouvait faire à l'humanité. Il a donné comme cadeau la loi sociale, à travers une Torah. C'est en tout cas comme ça que les philosophes et écrivains non juifs aimeraient interpréter notre Torah. Mais ça va encore plus loin que ça. On est venu et on transmet jusqu'à aujourd'hui une sagesse universelle. La Torah, elle est universelle. Une sagesse spirituelle, une sagesse divine, pour faire en sorte que dans le monde entier, les peuples puissent venir être en paix. On voit que dans le judaïsme, on doit faire attention à ne pas écraser même une fourmi, si elle ne cause aucun dommage à notre foyer, à notre demeure. On doit faire attention de ne pas faire le moindre mal, ne serait-ce qu'à un insecte, à la moindre créature de Dieu, une fleur. On ne doit pas prendre une fleur et l'accueillir simplement pour l'accueillir. On doit avoir un véritable respect vis-à-vis du monde qui nous entoure. Et en aucun cas dans le judaïsme, on peut se réjouir de la mort d'une personne, quelle qu'elle soit, quelle que soit son origine. Nous sommes le seul pays au monde où cette année, à l'occasion de Yom HaZikaron, alors ça peut paraître fou, des gens ont voulu se réunir à Tel Aviv à la mémoire de tous les terroristes qui sont morts en Israël. Ouais, vous n'êtes pas au courant, voilà. Et pour quelle raison? Parce qu'au sein même du judaïsme, il y a cette notion de se dire, même pour mon ennemi, je vais avoir de la peine.
Et même pour ses enfants, je vais avoir de la peine. Golda Meir, Zichrona Livracha, si on peut dire, c'est bizarre un rabbin orthodoxe qui la cite, mais ça arrive, Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'on voit? Golda Meir a dit une chose extraordinaire. On sera véritablement en paix quand nos amis aimeront plus leurs enfants qu'ils nous détestent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Nous, aujourd'hui, on a énormément de peine de voir parfois des enfants se retrouver dans des situations, même si les enfants de nos ennemis, où ils ne devraient pas être. Des enfants en Syrie se faire bombarder. Ça ne devrait pas exister. Raison pour laquelle, à la frontière israélo-syrienne, on a mis en place, Tzahal a demandé conseil auprès de la rabbanout, auprès des rabbanim, ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on fait? Ce sont nos ennemis. Est-ce qu'on met en place des antennes pour les soigner? Est-ce qu'on les envoie vers les hôpitaux quand ils sont blessés graves? Est-ce qu'on les envoie à Haïfa, à l'hôpital Rambam? La réponse de l'ensemble des rabbanim a été la suivante. Oui, c'est notre obligation, c'est les lois du judaïsme. On doit faire attention à la moindre vie dans le monde. Le jour où l'ensemble des religions, l'ensemble des êtres humains se comportera comme ça, on atteindra la paix universelle. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le jour où l'ensemble des Juifs étudieront correctement la Torah pour arriver à cette notion-là de morale ultime, de morale divine, d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de l'ensemble de sa création, Be'ezrat Hashem, déjà on sera un meilleur exemple pour l'ensemble des nations. Tant qu'on aura des Juifs parmi nos rangs qui ne prendront pas le temps d'étudier la Torah comme il se doit, pour arriver à comprendre la véritable sagesse de la Torah, pour se rapprocher des rabbanim qui sont vivants. On l'a vu dans la paracha Shlach Lecha. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Shlach Lecha, envoie pour toi. Il ne leur donne pas à Moshe Rabbeinu d'envoyer les explorateurs sur la terre d'Israël. Il dit, moi, la terre que je vous ai promise, elle est parfaite pour vous. Je vous prépare le terrain. Si maintenant, les Juifs, vous êtes en train de vous révolter, envoyez pour vous, pour vérifier. Moshe Rabbeinu savait que, à l'origine de tous les débats, étaient les leaders des nations, étaient les leaders des tribus, les 10 leaders, des 10 Shvatim qu'il n'a pas bénis. Il savait que Caleb, lui, il avait une grande graine du ciel, en plus c'était le Nassi, président de la tribu de Yehuda, qui était appelé à devenir roi d'Israël, en rentrant sur la terre d'Israël, s'il n'y avait pas eu la révolte. Donc il s'est dit, pas besoin de le bénir, lui. Lui, c'est un tzaddik, en plus, il a son intérêt de rentrer en Israël, pour devenir roi d'Israël. Et de l'autre côté, on voit Hoshea Benoun, qui était appelé à fauter, il lui a rajouté un nom, pour le protéger. Mais qu'est-ce qu'il a demandé à tous les miraglim? Vérifier s'il y a un arbre ou non sur la terre. C'est quoi un arbre ou non sur la terre? Qu'est-ce qu'on te dit? Aïm yesh etz ou aïn. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Est-ce qu'il y a un arbre ou non? C'est quoi l'arbre? On te dit, est-ce qu'il y a un tzaddik en Israël? À cette époque-là, on voit quoi en réalité? Qu'il y avait un tzaddik du nom de Yov. C'est pas le prophète, Yov. Il vivait là-bas. C'est le tzaddik. Et on voit que par son mérite, tous les peuples qui vivaient sur cette terre, qui se comportaient mal les uns vis-à-vis des autres, étaient protégés par le mérite du tzaddik qui était vivant. Pas par le mérite du tzaddik qui était mort. Aller sur les tombeaux de tzaddikim, c'est extraordinaire. Aller sur la tombe de Rabbi Meir Balanès, du Rav Nachman de Breslev, de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est tous des grands maîtres. Quand on va les voir, ils prient dans le ciel, ils intercèdent en notre faveur pour que nous allions mieux ici-bas. Mais ils ont besoin de nos prières ici-bas pour avoir la force de faire écouter leurs prières en haut. Si nous, on n'arrive pas à appliquer la Torah ici comme il faut, ils n'ont plus aucune force dans le ciel, c'est rapporté dans le Zohar. C'est rapporté par le Harizal. Comment on arrive à donner une telle force aux tzadikim qui sont dans les mondes supérieurs en étant attachés aux rabbanim et aux tzadikim vivants de la génération? Ils sont plus importants que les rabbanim morts. C'est par les mérites des tzadikim que l'on vit. Et c'est eux qui vous feront rappeler que les rabbanim morts ne sont pas morts. Que même un tzadik, dans sa tombe, il s'appelle vivant, tant que son enseignement arrive à perdurer, à vivre à travers nous, à travers l'enseignement et l'application de ces enseignements-là. Si on n'a pas des rabbanim et tzadikim dans la génération pour nous expliquer, où est-ce qu'on va? Alors on peut tous aller faire teshuva sur les tombeaux des tzadikim, à l'autre bout du monde, en Europe de l'Est ou ailleurs, faire des voyages pour Rosh Hashanah. Mais si on n'est pas attaché à nos rabbanim de la génération et qu'on passe notre temps à critiquer les rabbanim de la génération, à ne pas vouloir s'attacher aux enseignements de la Torah, à ne pas rentrer dans les shiurim, qu'on est obligé d'aller sur Internet aujourd'hui pour attirer les gens, Be'ezrat Hashem, le jour où les gens comprendront ça, on arrivera à rapporter réellement la Géoula. Raison pour laquelle il y a un projet qu'on est en train de mettre en place avec différents intervenants qui s'appelle coalition.org.il. C'est un site internet, Be'ezrat Hashem, où en réalité, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est créer un véritable lobbyisme en commençant premièrement par les Juifs de France. Les Juifs de France, il faut savoir aujourd'hui que nous sommes extrêmement nombreux en Israël. Extrêmement nombreux. Et que, un des points que nous n'avons pas, c'est qu'on n'arrive pas à s'unir. Pour quelle raison? De la même façon que les Bnei Israël, lorsqu'ils sont entrés en Israël,
ils ont envoyé des explorateurs et que c'était les instigateurs du débat, avant même d'aller explorer la terre d'Israël, c'était les 10 chefs de tribu. Aujourd'hui, on a des leaders en Israël qui encouragent et endiguent tous les débats au sein de la société. Malheureusement. Pour arriver à rappeler à l'ordre nos leaders, on a besoin de les rappeler à l'ordre et de leur dire, nous, on veut l'unité à travers le peuple. On veut la redoute à travers le peuple. On ne veut pas voir un khayal se balader quelque part à Jérusalem et être menacé d'être attaqué. On ne veut pas voir des chotrim, des policiers veille de Shabbat, aller dans des quartiers orthodoxes pour frapper des enfants. On ne veut pas voir de telles choses. Ni ça, on ne veut pas voir. C'est de la folie. On n'en veut pas de votre folie. Pour rappeler à l'ordre les choses, pour arriver à faire cette véritable union, on a décidé de former cela. Il y a différents hommes politiques israéliens qui sont en train de rejoindre ça. Ce n'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement de coalition. Il faut savoir aujourd'hui que la majeure partie des Juifs qui sont en Israël sont tous pour les valeurs du judaïsme, pratiquants ou non. Sont tous pour accéder à la Géoula. Sont tous pour la paix universelle. Sont tous pour une meilleure éducation pour leurs enfants. Sont tous d'accord sur beaucoup de points. Mais on passe le temps à leur rappeler les divergences qui existent entre eux pour les éloigner les uns des autres. Ce qu'on va essayer de faire ensemble, Bezrat Hashem, c'est à notre petit niveau, arriver à hâter la Géoula, Bezrat Hashem, à travers cette petite aventure, à travers ce type de cours-là, pour arriver à comprendre notre rôle à nous, Juifs de France. Encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, on a une vision des choses, on a une vision de la vie, Baruch Hashem, on arrive à rapprocher. La majeure partie des rabbanim, comme moi, orthodoxes français, pour la majeure partie d'entre nous, nous sommes des balais de chouva. Ce qui veut dire que même si certains ne le reconnaissent pas, beaucoup d'entre eux ont grandi à la maison, peut-être avec la télé ou l'accès aux journaux, pas comme les orthodoxes en Israël. Et on a une certaine culture, entre guillemets. Reste à savoir, est-ce que cette culture, est-ce qu'on veut l'utiliser pour le mal, ou comme ce soir, est-ce qu'on peut l'utiliser pour le bien, pour la transformer en faire un Dvar Torah? Est-ce qu'à travers cette culture, est-ce qu'on peut rattraper ceux qui pensent que la Torah n'a rien à dire, pour leur parler de leur culture, de leurs valeurs à eux, et de leur dire, écoutez, dans vos valeurs, en quoi vous êtes en train de vous tromper? Revenez aux véritables sources, aux véritables valeurs. On peut discuter des sujets qui vous intéressent, mais revenez à la maison. Revenez au judaïsme, revenez aux valeurs de la Torah, Bezrat Hashem. Qu'on ait ce mérite avec l'aide de Dieu, que vous ayez tous la bracha, la hatzlacha, dans toutes vos entreprises, Bezrat Hashem. Que Dieu fasse que les Juifs de France soient protégés, que l'antisémitisme ainsi que toutes les formes de racisme cessent à travers le monde, que les massacres puissent cesser à travers le monde, que les enfants, où qu'ils soient, en Syrie, en Afrique, où que ce soit, puissent être protégés et aient le droit de vivre une enfance saine et épanouie. Amen, Ken Yiratzon.